Start recording. Euh, du coup, aujourd'hui, on va faire l'authentification. Donc, ce qu'on a vu il y a quelques semaines, quelques mois de ça déjà, c'était une authentification type Basic Auth, HTTP Basic Auth. Et du coup, j'ai repris ici, oups, il ne fallait pas que je clique, j'ai repris un diagramme que j'avais fait les semaines d'avant. Donc à gauche, vous avez le client, donc Firefox ou Chrome. À droite, vous avez votre serveur qui sert la page. Et en gros, ce que vous faites, c'est que vous faites un post sur /login avec dans le body votre username et votre password. Le serveur va vérifier le username et le password et puis vous retournez en gros une 400 ou une 401 dépendant de si c'est valide ou pas. Et en gros, avec les requêtes subséquentes, vous allez passer dans un header qu'on appelle autorisation basique. Euh, Votre username et votre password plus ou moins en clair en fait. Et du coup, le serveur va faire la même opération à chaque fois. Il va aller en base de données, chercher l'utilisateur et le mot de passe, vérifier encore une fois la même chose et puis autoriser ou pas. Donc si on a une URL qui s'appelle /admin/cars, un peu comme on avait sur notre application voiture d'avant, bah du coup, il y a que certains utilisateurs qui sont habilités à voir cette page-là, donc ils vont voir soit un 200 ou un 401 s'ils sont pas autorisés. Ce qui est particulier ici, c'est que l'authentification, elle est stateless, c'est-à-dire chaque requête est dépendante de la précédente, et du coup, en fait, chaque requête contient toutes les informations nécessaires pour vérifier le username et le password. Est-ce qu'il y a des questions sur HTTP Basic Auth? Je sais que ça fait un bout de temps qu'on l'a vu. Éventuellement, je peux revenir un peu sur le contenu qu'on avait fait ici. Donc là, il y a j'ai mis le README qu'on avait fait il y a quelques semaines. Est-ce que vous voulez que je revienne là-dessus ou c'est relativement clair? Très bien. Du coup, vous avez vu avec Franck une authentification de type OAuth, OAuth2, du coup qui retourne un token JWT. Du coup, ça ressemble à l'authentification HTTP Basic Auth, sauf qu'il y a un concept en plus, c'est qu'il y a un serveur d'autorisation. Donc en gros, l'idée c'est que le client, donc soit Firefox ou Chrome, je vais peut-être agrandir ça un petit peu, va faire une requête sur un serveur d'autorisation qui va vérifier l'username password. Pour l'instant, il n'y a rien qui change. Et après, ce serveur d'autorisation-là va retourner un token JWT au client. Ce token-là sera renvoyé ici. Donc on voit le hôte ici qui est renvoyé à votre serveur qui contient votre application. Et votre serveur va déchiffrer ce token-là et le vérifier. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce token-là, on n'a pas accès directement au password. Okay, donc le serveur, en fait, n'a pas besoin d'avoir connaissance du password, il a que besoin de vérifier le token JWT. Il peut valider l'identité de l'utilisateur. Est-ce que vous connaissez une utilité de ce genre de token-là en général? Donc, par exemple, quel genre de site peut utiliser ce genre d'authentification-là et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Il y a un site sur lequel je suis en ce moment qui utilise massivement les tokens OAuth. Donc GitHub utilise beaucoup les tokens OAuth, Google aussi, Microsoft, Amazon. Le principe, en fait, l'idée de base d'un token OAuth, c'est en fait d'avoir le mot de passe stocké à un seul endroit. Okay, donc en gros, vous avez l'Authorization Server qui contient les mots de passe des utilisateurs.
Et en fait, le serveur n'a jamais accès à ce mot de passe-là. Mais on peut quand même authentifier l'utilisateur. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu dans GitHub, il y a une page où vous pouvez donner accès à d'autres applications avec GitHub. Sur Facebook, vous pouvez faire ça aussi. Il y a des applications qui peuvent avoir accès à votre compte Facebook. Donc, ces authentifications-là sont faites à base de tokens OAuth. L'idée, en fait, c'est que Facebook vous authentifie, il retourne au token OAuth, et ce token-là va être passé à l'application qui veut utiliser votre compte Facebook. Okay. Donc, c'est utilisé partout sur le web. Token OAuth, ça permet de découpler l'autorisation de votre serveur final. Est-ce que c'est vraiment utile pour vous, pour votre chef-d'œuvre? C'est probablement un peu overkill, mais il y a quand même pas mal de frameworks qui supportent OAuth de base, donc ça vous permet de le faire aussi. OAuth2 est secure sans utiliser HTTPS, contrairement à Basic Auth que moi je vous ai montré. Basic Auth n'est secure que si votre site est en HTTPS. Okay. Donc si vous livrez votre chef-d'œuvre avec une authentification de type Basic Auth et vous n'êtes pas en HTTPS, il faut savoir que votre site n'est pas secure. Okay. Donc en gros, il y a des mots de passe qui se baladent en clair sur le réseau. Ce n'est pas le cas de OAuth2. Est-ce qu'il y a des questions sur OAuth2 ou est-ce que je passe? Oui. Ouais, carrément. Ouais. Mhm. Carrément. Très bonne question. Donc en fait, si vous avez déjà importé un token OAuth dans une appli genre Facebook ou GitHub, en fait, vous voyez la liste des permissions que ce token-là donne droit. Et en fait, c'est le authorization server ici qui va définir la liste des permissions. Et puis du coup, quand l'utilisateur va se loguer sur le serveur, il va voir la liste des permissions qui sont autorisées par ce token OAuth là. Mais oui, carrément. Et ça, c'est effectivement une des forces de OAuth. Entre autres, ça permettrait à un site tiers de pouvoir vous authentifier, mais avoir aucun accès sur votre profil. Donc en gros, il ne peut pas voir ton email, il ne peut pas voir autre chose, mais éventuellement peut-être les playlists, comme tu dis, sur Spotify ou autre. Ouais, carrément, ouais. Mhm, mhm, mhm. Non, alors, ouais, c'est oui et non. Moi, je dirais, t'es pas obligé de le persister, tu peux le récupérer directement, ça y a pas de souci. La seule chose, c'est que du coup, à chaque fois que tu vas afficher l'avatar, tu vas faire une requête en gros à Facebook. Donc, à voir ça, comment ça se passe, c'est pas particulièrement problématique. Mais ce que tu pourrais vouloir faire, c'est faire un système de caching. Donc, le caching, en gros, c'est de récupérer l'avatar et le garder stocké sur ton serveur pendant un temps limité. Ce qui pourrait te permettre d'éviter de faire cette requête-là en plus. Et puis avoir aussi si cette requête-là est correctement autorisée, en gros. Donc si à chaque fois que tu affiches la page, c'est une requête à Facebook, est-ce que c'est autorisé? Est-ce qu'on, d'un point de vue de la sécurité, si c'est OK aussi? Mais ouais, tu peux carrément juste récupérer cet avatar-là. C'est probablement plus simple d'ailleurs de faire ça que de te faire ton propre système de upload stockage sur disque, etc. Effectivement, ouais, l'upload d'images, ce sera un sujet aussi, on reverra ça plus tard. Il y aura peut-être l'occasion de revenir sur les tokens OAuth. Effectivement, comme tu dis, il y a une bonne partie, je crois qu'on n'a pas vu, en tout cas que Franck n'a pas vu. Il y aura peut-être un moment pour revenir dessus, effectivement. Très bien. Donc on va passer à l'identification de type session. Alors, moi j'avais un peu zappé cette partie-là, pour être honnête. Je parlais à Samy hier et du coup il m'a fait réaliser que
historiquement, en fait, l'authentification de type session, c'est plutôt ce qu'on utilisait avant. Mais c'est encore très utilisé aujourd'hui. Mais vu qu'aujourd'hui, on fait beaucoup plus d'API REST, du coup, l'authentification de type session euh, est moins utilisée. Je vais vous raconter pourquoi. Donc en gros, dans l'authentification de type session, la première étape ne change pas. Donc on fait un post à une URL/login, on passe username et password. Par contre, côté serveur, c'est un petit peu différent. Le serveur va stocker ce qu'on appelle un session ID. Donc en gros, il va stocker que cet utilisateur-là a une session en cours sur notre serveur. Donc en gros, ça stocke le démarrage de session. Ici, mon diagramme est pas top. Je fais une flèche vers le serveur, mais en fait, le session ID, souvent, va être stocké en base de données. Okay. Dans l'exercice d'aujourd'hui, on va juste le stocker en mémoire ou sur fichier, mais normalement, vous allez stocker ça dans une base de données. Donc ici, on stocke le session ID et on retourne le session ID. Donc, qu'est-ce que c'est que ce machin-là? En fait, c'est juste un identifiant. Donc, en gros, ça peut être 1, 2, 3, 4, 5, peu importe. On verra pourquoi de juste faire un incrément comme ça, c'est pas top. Mais en fait, c'est juste un identifiant qui est retourné au client. Et en fait, il est retourné au client de telle manière à ce que le client le stocke en cookies. Donc les cookies, c'est un truc qu'on n'a pas vu encore, donc je vais introduire dans pas long. Et en fait, le client, à chaque requête, ce qu'il va faire, il va renvoyer le cookie avec le session ID. Ici, on remarque que dans le session ID, on n'a pas le username ni le password, on n'a que l'identifiant. Le serveur va charger la session en base de données, il va vérifier que cette session-là est encore active, et si c'est le cas, va retourner du coup un 200 en disant ok, tu es autorisé à voir la page. Une session a une expiration, okay, donc il y a un moment où la session elle expire. Vous avez probablement vu sur des sites web, par exemple sur votre banque, quand vous loguez, si vous changez d'onglet pendant, je sais pas moi, 5-10 minutes, au moment où vous revenez sur l'onglet et puis ça vous dit « Votre session a expiré », mais en fait, en gros, c'est « The Session ID » qui a expiré côté serveur. Okay. Donc, c'est une méthode d'authentification qui est sur énormément de sites, dont votre site bancaire, sur Google, sur Facebook, etc. Okay. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise moins ce type d'authentification-là aujourd'hui? C'est qu'en fait, maintenant, on favorise plutôt les serveurs de type REST. Donc les serveurs de type REST, c'est des serveurs qui sont un peu agnostiques et qui sont découplés du client. Dans les serveurs de type REST, on n'utilise pas de cookies, ou très peu. Donc en gros, les serveurs de type REST, au lieu de passer de l'information dans les cookies, on va les passer dans les headers. Donc on retourne ici. Donc ça, c'est une authentification style REST. Donc ici, on va passer l'authentification dans un header et pas dans un cookie. Le cookie, c'est vraiment un truc spécifique au navigateur. Parce qu'en fait, dans les navigateurs, les cookies sont stockés dans un stockage par navigateur. On va le voir dans pas longtemps. Et du coup, ça, c'est vraiment un truc spécifique client-serveur, mais client genre Firefox, Chrome, et pas un truc client-serveur genre serveur REST, quoi. Par contre, c'est quand même très utile d'implémenter ce genre d'authentification-là, et c'est aussi très simple. Déjà parce que ça fait une éternité que ça existe, donc c'est dans tous les frameworks, et puis aussi parce que la partie ici de charger, vérifier Session ID, c'est plutôt simple. Okay. Je vais passer à du code, je vais introduire un petit peu les exos d'aujourd'hui. Est-ce que pour l'instant vous avez des questions là-dessus, sur la partie authentification style session? Très bien. N'hésitez pas si je vais trop vite, si les choses qui sont pas claires. Alors, ouais, je vais peut-être juste vous montrer ça 2 minutes. Donc aujourd'hui, j'ai préparé 4 petits exercices. Il y en a 3 ici, donc exercice 1, 2 et 3. Ouais. Du coup, qui sont une introduction aux sessions et petite intro cookie aussi. En gros, l'idée, c'est d'utiliser des sessions pour afficher un message à l'utilisateur en disant « Vous avez vu cette page X fois ». Okay. Donc en gros, un utilisateur va charger une page
Et la première fois, le message, ça va être, vous avez vu cette page une fois, et ensuite l'utilisateur recharge, et vous avez vu cette page 2 fois, 3 fois, etc. Et on va stocker cette valeur-là dans une session côté serveur, et on va utiliser le session ID pour récupérer la valeur pour cet utilisateur-là. Et on va voir, si on a plusieurs utilisateurs, comment ça fonctionne. Si vous ouvrez plusieurs navigateurs, qu'est-ce qui se passe? Donc ici, je vous pose des petites questions pour avancer un petit peu là-dessus. Exercice 2, on construit un peu là-dessus. C'est aussi pour revoir un petit peu Express, parce qu'en gros, là, on va écrire du node. On va utiliser Express pour faire ça. Et du coup, l'exercice 3, qu'est-ce qu'on va faire? On va stocker les sessions sur disque. Et du coup, c'est une première introduction au stockage de sessions à quelque part. Donc en gros, l'idée, c'est que ce ne soit pas que stocké en mémoire. Et l'exercice final qu'on ne va pas faire aujourd'hui, ce serait de stocker, non pas sur disque, mais en base de données. Mais je voulais vraiment garder un truc hyper simple aujourd'hui pour la reprise. Du coup, pas de base de données, et puis un back-end plutôt simple. Donc ça, ce sera ce matin. Ok, il y a 3 exercices qui sont là. Et puis cet après-midi, en gros, je vous donne un peu une page blanche. Et puis je vous dis comment on implémente l'authentification à base de sessions. Okay. Donc l'idée, c'est de valider que l'utilisateur est admin et password. Et puis comment est-ce qu'on va écrire les 3 pages qui constituent l'authentification sur ce site-là. Donc en gros, le login, une page admin qui affiche bonjour, et une page logout. Okay, donc ces trois pages-là, on va faire ça cet après-midi avec le corrigé. Donc je vous fais une petite démo là. Alors, le code est dans Renault Digital 2020, dans exercice session. Donc si vous faites un pull, vous allez récupérer le contenu d'aujourd'hui. Ici, du coup, dans le README, c'est le README qu'on voyait juste avant. Il y a du coup les 4 fichiers exercices. Donc le premier exercice, c'est exercice page count. Ici, c'est une appli Express, une appli Node qui utilise le framework Express. Et du coup, dans Express, il y a un machin qui s'appelle Express Session. Dans tous les frameworks back-end, il y a toujours un truc qui gère les sessions. Comme je vous disais, c'est vieux comme le monde, ce truc-là. Donc dans Spring aussi, il y a la même chose. Et en fait, en gros, ça ajoute un truc dans Express qui s'appelle un middleware. Donc le middleware, c'est un truc qui va intercepter la requête. Donc en gros, vous avez le client qui fait une requête sur le serveur. En fait, le middleware, il va venir se mettre entre les deux. C'est sur le serveur. Hein. Il va se mettre entre les deux et puis il va intercepter la requête et puis il va vous permettre de triturer la requête. Donc en gros, la requête est augmentée d'un truc qui s'appelle session, tout simplement. Donc ici, en fait, quand vous êtes dans cette méthode-là, donc cette méthode-là est appelée avant toutes les requêtes. Donc dès que vous rechargez une page, votre code va toujours passer par ici. Et en gros, vous avez magiquement ici un objet qui s'appelle session qui va contenir l'information de session pour cet utilisateur-là. Donc toute la gestion du session ID, renvoyer le cookie, etc., c'est fait pour vous. Okay, au début, je voulais le faire à la main, et puis on n'a qu'une journée, donc du coup, je me suis dit, on va utiliser un truc préfet, et puis on va regarder ce que le framework fait pour nous. Alors, si je charge cette page-là, alors je vais faire un truc, je vais faire ça. Alors déjà, il faut que je démarre l'app. Page count. Donc quand vous faites, vous avez juste à vous mettre dans le dossier et faire npm install, ok, ça va installer Express en gros. Et après vous faites node, exercice machin, et puis ça démarre l'app node. Et puis à droite j'ai mis connecter. Donc c'est sur par 3000. Et puis là la page elle charge de manière indéfinie parce que ici dans app.get j'ai rien mis. Donc dans Express, normalement vous l'avez déjà vu avec Samy.
Donc vous avez deux objets. Donc ici en gros c'est votre routage. Donc en gros là vous répondez à la route racine. Si je veux répondre à une page qui s'appelle slash toto, ben, du coup j'écris slash toto. Okay, donc là je veux répondre à la racine. Je reçois deux objets qui sont préinitialisés, requête et response, comme dans Spring d'ailleurs. Et puis ici, du coup, vous faites response.send. Et puis vous renvoyez un message. Donc là je renvoie Yahoo. Je redémarre mon appli. Donc là ici à droite, j'ai bien mon serveur qui répond Yahoo. Pour l'instant, pas particulièrement intéressant. Mais ça me permet de montrer les requêtes. Donc ici dans mon navigateur, j'ai les requêtes. Donc je fais un get sur la racine, ça me retourne 200. Donc ici, si on regarde les... Ah, j'ai déjà un cookie d'avant. Je vais l'enlever pour la démo. Ouais. On recommence. Donc en gros, j'ai fait un get, et puis le serveur il m'a répondu ça. Bon, rien de foufou, hein. Et puis dans la requête, j'avais ça, encore une fois, rien de foufou. Là pour l'instant, on n'a pas de cookie. Okay. On n'a pas de cookie parce que j'ai dit ici à la configuration de session, initialise pas le cookie par défaut. Donc en gros, là je suis pas logué, j'ai pas de session ID, j'ai rien. Donc en fait, là par défaut, le cookie n'est pas initialisé. Je peux dire à la gestion de session d'initialiser le cookie, et puis là, même s'il est vide, là le but c'est juste de vous montrer comment le cookie est initialisé. Je relance mon serveur, et puis ici, si je recharge ma page Yahoo, et je regarde le get qui est là, normalement, ici dans mon response header, j'ai un header, je sais pas si c'est assez gros, je vais vous montrer un petit peu. Ici, vous avez un truc qui s'appelle setCookie. Okay, donc setCookie, c'est un header de réponse que beaucoup de serveurs vont renvoyer. En gros, ça dit au client, ajoute dans ton stockage local le cookie qui est le suivant. En gros, un cookie, c'est une clé et une valeur. Donc en gros, la clé, c'est connect.sid. Le égal fait pas partie de la valeur, et puis ça, c'est la valeur, jusqu'au point virgule. Donc du coup, là, on a fait une requête au serveur. On a dit au serveur, renvoie toujours un cookie. Okay, c'est le save initialized à true, renvoie toujours un cookie, peu importe la requête, login ou pas. Et puis du coup, le serveur, il a renvoyé juste un header qui s'appelle setCookie et qui dit au client, rajoute-moi ce cookie-là dans ton stockage. Alors, dans Chrome ou dans Firefox, vous pouvez voir le stockage, ici. Donc, dans stockage, vous avez les cookies, et là, vous avez les cookies sur ce domaine-là. On avait déjà vu le stockage avant, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait utilisé du local storage pour stocker le token basic HTTP auth qu'on allait retourner au serveur. C'est probablement un peu loin pour vous, mais on avait déjà utilisé le local storage. Les cookies, c'est comme du local storage, sauf que c'est géré automatiquement par le navigateur. Vous pouvez aussi en setter vous-même en JavaScript, mais c'est aussi géré automatiquement par le navigateur. Et puis si on regarde ici, qu'est-ce qu'on a comme cookie pour ce domaine-là? On en a un seul. Le nom, il s'appelle connect.sid. SID, c'est pour Session ID, avec la valeur machin, machin, truc, truc. Ok, c'est un long string, ici. Ce machin-là, ça sert au client à authentifier, à identifier de manière unique le client. Okay. Donc en gros, cet identifiant-là va être automatiquement renvoyé par le navigateur au serveur à toutes les requêtes, et ça va servir au serveur d'authentification. Alors ici, si on revient... J'aurais peut-être pas dû faire ça. Et du coup, si on revient ici dans le code, ce que je vous demande ici, c'est utiliser request.session pour initialiser .count, pour initialiser un compteur. Donc en fait, vous pouvez persister de la donnée dans la session pour un utilisateur. Donc là, automatiquement, request.session, il est chargé par le framework pour l'utilisateur qui se connecte avec le serveur. Et en fait, dessus, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc, je peux faire
request.session. Mon truc égale Toto, tout simplement. Et puis du coup, ici, quand on fait la requête à slash comme ça, je peux récupérer le contenu. Donc je peux faire request.session.mon truc. Je vais y aller un peu freestyle et vous faire une petite démo. Hop. Donc là, normalement, ici, du coup, j'ai stocké en session dans une variable mon truc, la valeur Toto. Et ici, quand j'ai fait slash get, en fait, j'ai console.log mon truc. Et ici, on voit bien à la console en bas à gauche, là, j'ai bien la valeur Toto. Okay, donc là, c'est comme ça que vous allez devoir stocker un compteur pour persister une valeur pour un utilisateur que vous allez incrémenter à chaque requête. Donc ça, c'est le premier exercice. Le deuxième exercice, c'est de faire la même chose, mais pour 2 pages. Donc ça vous permet de revoir un peu comment on utilise Express. Et puis, finalement, ici, c'est la même chose que l'exercice 1, mais on va persister sur le disque. Donc il y a un truc qui s'appelle Session File Store. Donc en fait, il y a plusieurs types de storage de stockage pour les sessions. L'un d'eux, c'est file, donc en gros, on écrit sur disque. Il y en a d'autres qui sont MySQL, PostgreSQL, etc. Donc en gros, base de données. Donc en fait, c'est la même chose que le premier exercice, mais stocké sur disque. Est-ce qu'il y a des questions sur l'exercice de ce matin? Oui. Ouais. Merde. Mhm. 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 Ouais. Mhm. Ouais. Alors bonne question. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Au début, je voulais tout faire à la main, et puis finalement, j'ai décidé de pas le faire nécessairement à la main. En gros, alors je connais pas comment Express fonctionne là-dessus. Éventuellement, je vais préparer une démo pour tout à l'heure. Mais en gros, on peut peut-être chercher rapidement. Express set cookie. Res.cookie. Donc en gros, si je veux reproduire ce cookie-là, donc là on a cookie name connect.sid. Donc ici, là je suis en train de créer le cookie à la main, quoi. Donc en fait, quand on reçoit une requête côté Express, on va faire response.cookie. Donc on va créer un nouveau cookie dans la réponse qui va être renvoyé au client. Et puis du coup, on met le nom, connect SID. J'imagine que ça c'est la valeur. Ouais, c'est value. Et puis après, on va mettre les propriétés du cookie. Donc je disais tout à l'heure, une session, une expiration. Donc on peut mettre une expiration dans le cookie aussi. Donc le cookie va expirer. Et ici, on va mettre le session ID. Donc, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5. Le session ID, dans notre cas ici, il est généré par Express, et c'est un long truc parce qu'en fait, on veut pas avoir de problème de sécurité sur un truc qui s'appelle le ID spoofing. Donc en gros, quelqu'un pourrait récupérer votre ID de manière malicieuse. Et là, en gros, en fait, j'ai seté le cookie dans la réponse, et puis normalement, ça devrait retourner au client pour chacune des requêtes. Je peux aussi setter un cookie éventuellement quand je visite slash. C'est peut-être pas intéressant à faire. Je vais faire une démo. Je sais pas si ça va fonctionner. Je vais l'appeler mon cookie. Qu'est-ce qui se passe? Donc du coup, on peut setter normalement. Ah ouais, faut que je
quelque chose. Ouais, c'est ça. Donc ici, du coup, côté serveur, j'ai fait une nouvelle URL qui s'appelle /cookie. J'ai fait response.cookie avec la valeur. Dans mon cookie, du coup, la clé c'est mon cookie, la valeur c'est 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, du coup, j'ai fait une requête sur /cookie. Et dans les responses, j'ai bien ici mon cookie 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Donc en fait, là, le cookie session ID, il est géré par Express automatiquement, par Express Session plus spécifiquement. Mais vous pouvez gérer les cookies côté serveur vous-même. Et côté client, vous pouvez aussi écrire du JavaScript. Donc ici, je ne sais pas où c'est d'ailleurs, c'est sur Windows peut-être. Vous pouvez récupérer le local storage de cookies et puis rajouter un nouveau cookie côté client. Okay, ça aussi c'est possible. Est-ce que ça répond à ta question? Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, très bonne question. Alors ici, si je vais dans Storage, on voit qu'en fait, pour un domaine, on a une liste de cookies. Okay. Donc là, j'ai mon connect.sid, qui est celui qui est le session ID renvoyé par Express, et j'ai aussi mon cookie qui est là. Typiquement, vous allez avoir plusieurs cookies par site web. Je peux éventuellement faire une démo sur un site connu, genre Facebook. J'ai probablement passé un peu de temps à parler de cookies, peut-être pas tout de suite, mais peut-être plus cet après-midi. Il y a beaucoup de choses à dire sur les cookies parce qu'en fait, c'est vraiment un mécanisme de base dans le web qui va beaucoup plus loin que l'authentification. Okay, c'est une manière de transférer de la donnée. Donc ici, sur les cookies sur Facebook, j'ai CUser. C'est probablement mon identifiant de user, je sais pas trop. Là, j'ai DATR, DTPR. J'ai aucune idée ce que c'est ces trucs. Mais ça, c'est tous des cookies qui sont renvoyés systématiquement avec toutes les requêtes que mon client fait au serveur Facebook. Ce qu'on remarque ici, c'est que du coup, les cookies sont par site web. Et puis, ah tiens, ça logué pardon, je me suis logué sur mon truc. C'est par site web. Et en fait, sur Facebook, Facebook utilise les cookies pour vous traquer sur tous les sites web que vous visitez. Okay. Donc si par exemple vous allez sur un site web, par exemple Stack Overflow, et puis il y a un bouton partager Facebook ici dans la page Stack Overflow, ce bouton-là fait une requête au serveur Facebook pour récupérer le bouton. Et en fait, quand il fait la requête pour récupérer le bouton, tous vos cookies Facebook sont renvoyés à Facebook. Ce qui veut dire en gros que Facebook peut tracer toutes les pages web que vous visitez sur Internet. Okay. Donc ça c'est un truc de base des cookies, ça sert à vous tracer sur toutes les pages web que vous visitez. Donc c'est aussi un problème de sécurité qui a été adressé avec RGPD. Voilà. Donc il y a beaucoup à voir sur les cookies, je ne vais pas m'étendre là-dessus, parce que ce n'est pas nécessairement un sujet d'aujourd'hui, mais on pourra éventuellement y revenir cet après-midi. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?